D'abord, je tiens à vous faire part du plaisir et de la satisfaction que j'ai de voir aujourd'hui cette proposition de loi examinée par notre Assemblée. Cette aide universelle d'urgence qui vise à combler un réel manque lorsque les victimes subissant des violences conjugales rencontrent des difficultés à s'extraire de l'emprise de leur conjoint violent en raison de la dépendance financière. Cette dépendance financière peut faire renoncer au départ ou forcer les victimes de violences conjugales qui ont franchi le pas à renoncer à revenir en arrière. Je dis notre proposition car je tiens à associer les équipes du Conseil départemental du Nord qui sont ici présentes, avec qui je travaille depuis plusieurs mois sur ce dispositif qui est au final le résultat de nos nombreux échanges avec les associations compétentes, les travailleurs sociaux, les services de gendarmerie et de police, le procureur, la caisse d'allocations familiales. C'est ce travail de terrain qui nous a fait imaginer le dispositif proposé aujourd'hui et que nous avons d'ores et déjà décidé d'expérimenter dans le Valenciennois. Je tiens bien sûr particulièrement et également à remercier notre rapporteure, Jocelyne Guidez, qui a su s'emparer de ce texte, en comprendre les enjeux et l'enrichir utilement lors de son passage en commission. Le président de la République a fait des droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes une des grandes causes du quinquennat. À ce titre, le 3 septembre 2019, le gouvernement lançait le Grenelle des violences conjugales, lequel a débouché sur un plan d'action global et inédit. Madame Elisabeth Borne, Première ministre, a renouvelé l'engagement du gouvernement en faveur de cette cause. Et il le faut, car les chiffres sont là et ils sont glaçants. En 2020, en France, hors homicide, les forces de sécurité ont enregistré 159 400 victimes de violences conjugales commises par leurs partenaires, soit une hausse de 10% sur un an. En 2021, 143 morts violentes au sein du couple ont été recensées contre 125 l'année précédente. Cela signifie 18 victimes en plus. Dans l'arrondissement de Valenciennes, territoire dans lequel nous avons imaginé cette aide, les statistiques du parquet sont particulièrement inquiétantes. Chaque année, le service d'aide aux victimes accompagne 1000 victimes de violences conjugales. En 2021, les services de police et de gendarmerie ont eu à traiter en moyenne 8 cas de violences intrafamiliales chaque jour. Face à ce constat alarmant, il est bien sûr plus que nécessaire de s'interroger sur la façon de prévenir ces violences, d'anticiper, de protéger, d'agir en amont. Sur ce sujet, je ne peux que soutenir, sinon inciter le gouvernement à faire davantage pour la prévention, en lien avec les professionnels de terrain, pour leur donner les moyens d'agir. Un vrai travail doit être fait en amont. Et à ce titre, je remercie et félicite mes collègues Laurence Rossignol, Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noël Rossin, au nom de la délégation du droit des femmes, dont le rapport d'information présenté en juin 2018 sur prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société, a apporté énormément de propositions. Riches de leurs constats, points de vigilance, ces 36 recommandations effectuées feraient une excellente feuille de route, Madame la Ministre, pour renforcer ces mesures de prévention. Mais il est également urgent d'apporter une réponse adaptée et rapide à ces victimes, une fois l'emprise du conjoint violent malheureusement établie. Aider une victime qui trouve la force d'aller porter plainte, de demander une ordonnance de protection, qui trouve la force de quitter le foyer conjugal, alors même que cela représente un choix parfois tout aussi effrayant que de rester subir les violences de son conjoint. Là est le cœur de la présente proposition de loi. Ainsi, en créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, on accorde un droit à s'émanciper, à s'échapper de cette emprise générée par une dépendance financière que le conjoint violent a sur elle. Car trop souvent, les victimes de violences sont contraintes de retrouver le foyer conjugal très peu de temps après l'avoir quitté, faute d'autonomie financière immédiate. Ce constat, mes chers collègues, ce sont les professionnels de terrain qui me l'ont dressé. J'ai souhaité faire de ce dispositif une aide universelle, le préoctroyé n'étant pas soumis à conditions de ressources ni de statut. Pourquoi ? Parce que tant la victime éligible au RSA ou que celle ou celui qui a des revenus ou un patrimoine, les moins de 25, les plus de 25, les retraités, hommes ou femmes, les violences, l'emprise n'épargne personne. N'oublions pas que la rétention de moyens de paiement ou de titres par le conjoint violent est fréquente.
L'objectif est donc de garantir aux victimes les conditions financières nécessaires pour leur permettre de se libérer de celles-ci, et ce, le plus vite possible. C'est pourquoi le dispositif répond également au caractère de l'urgence qu'imposent ces situations. Les conditions de survie des victimes, leur capacité à se mettre à l'abri le plus rapidement possible est déterminant pour elles-mêmes et quelquefois leurs enfants. Dans ces situations, plus que dans tout autre, le temps est compté. Le présent texte, amendé avec efficacité par notre rapporteure Jocelyne Guidez en commission, ainsi que certains collègues qui proposent des amendements, prévoit ainsi tout d'abord un délai de déblocage du prêt alloué par la caisse d'allocations familiales de 72 heures, soit 3 jours ouvrés, madame la rapporteure. Cette durée n'est pas un choix arbitraire, mais juste un équilibre entre le besoin d'une solution à court terme pour les victimes et la capacité des services compétents de la CAF à instruire la demande le plus rapidement possible. S'inspirant des mécanismes extra-légaux d'action sociale de la branche famille, le montant retenu par cette avance d'urgence versée en 3 mensualités au maximum est l'équivalent du revenu de solidarité active. Je souhaite que nos débats n'excluent pas celui de l'impact budgétaire de la mesure proposée, puisque des critiques ont pu être émises et nous seront faites. Au-delà du drame humain et familial que constituent les violences au sein du couple, avec les conséquences dramatiques humaines que cela peut entraîner pour la victime comme pour les enfants, nous avons monté un dispositif utile et financièrement maîtrisé. Si besoin en était de le justifier, l'impact budgétaire sur les finances publiques n'a aucune commune mesure avec les conséquences financières d'une mise à l'abri de la victime et de ses enfants quand cela est le cas. Quand vous savez qu'un placement, une journée en maison de l'enfance, c'est 200 €, c'est-à-dire 6 000 € par mois. 6 000 € par mois pour réparer, et de façon absolument pas satisfaisante, une maman et ses enfants. On voit bien l'intérêt de cette mesure de bon sens. En outre, un mécanisme de remboursement mettant à contribution l'auteur de violences est prévu. Une subrogation serait ainsi possible de la CAF dans des droits des victimes pour se constituer partie civile et demander en leur nom la réparation du préjudice subi. L'idée est simple, faire payer l'auteur des violences pour une situation dont il est responsable. Enfin, il s'agit là d'une disposition vitale à l'efficacité du dispositif proposé. Le président du conseil départemental sera informé dès la transmission de la demande à la CAF afin d'engager immédiatement l'accompagnement social de la victime aux côtés effectivement de cette aide. Concrètement, ça signifie un accompagnement global de la victime dès le dépôt de plainte, l'ordonnance de protection ou le signalement par un travailleur social. Celui-ci sera la personne ressource tout au long du parcours de rebond de la victime, car rappelons-le, l'objectif recherché est non seulement de sécuriser les situations fragiles, mais aussi et surtout d'amener une indépendance pérenne. Cela passe forcément par un accompagnement multidimensionnel, logement, démarches administratives, accompagnement juridique, accompagnement santé et psychologique, insertion professionnelle, pour lesquels les travailleurs sociaux des départements, des CCAS sont tous désignés. Ils agiront comme facilitateurs tout en étant les garants des étapes de parcours en coordonnant les partenaires. Cette aide universelle travaillée en bonne intelligence avec les acteurs de terrain permet d'offrir un résultat non seulement opérationnel mais demandé et fortement attendu par les victimes de violences qui cherchent une mise à l'abri mais aussi à retrouver cette indépendance économique et administrative et par tout le maillage des travailleurs sociaux, associations, structures d'aide, acteurs judiciaires qui se battent chaque jour pour tenter de changer la vie de leurs victimes, voire de sauver des vies. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, quelle que soit notre place dans l'hémicycle, quelles soient nos convictions politiques, nous rejetons toutes et tous la violence. Ces violences conjugales détruisent la vie de trop nombreuses victimes, de trop nombreuses familles. Elles touchent toutes les catégories de notre société. Notre pays s'est toujours grandi à protéger les plus fragiles, les victimes d'actes de violence. Cette aide universelle s'adresse à l'ensemble des victimes de violences conjugales, quel que soit leur sexe, leur origine, leur statut ou leur âge. Elle se veut un moyen de rendre la dignité de personnes victimes et aux personnes victimes de relever la tête, de s'extraire d'une situation personnelle qui n'apporte que souffrance et douleur. Elle sera, je l'espère, si vous l'adoptez, tout simplement un moyen supplémentaire et essentiel manquant
à notre dispositif d'accompagnement, de mettre à disposition de notre République pour endiguer ce fléau et enfin, avoir l'ensemble des conditions réunies pour réussir cet objectif que nous appelons tous et toutes de nos vœux. Merci madame la présidente. Merci monsieur le président. La parole est maintenant à madame Jocelyne Guidez, rapporteure de la commission des affaires sociales pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, la présidente Valérie Létard, chère Valérie, a rappelé le contexte douloureux dans lequel s'inscrit cette proposition de loi. En dépit de la mobilisation des pouvoirs publics, les violences commises au sein du couple perdurent à un niveau élevé. Dans l'Hexagone, une enquête statistique estime à 295 000 le nombre annuel de victimes de violences conjugales entre 2011 et 2018, dont 72% de femmes. La violence au sein du couple est aussi prégnante en outre-mer. Une étude de l'INED de 2018 révèle que près d'une femme interrogée sur 5 se déclare en situation de violence conjugale en Martinique et Guadeloupe. La proposition de loi entend répondre à cet enjeu et puise sa force dans les retours concrets d'expérience. Valérie Létard a en effet présenté le travail qu'elle mène avec le département et la Caisse d'allocations familiales du Nord pour mettre en place un prêt d'urgence et un accompagnement global pour les victimes de violences conjugales identifiées par les services sociaux. Le texte est issu du constat empirique d'un déficit à combler dans les politiques publiques que nous déployons en faveur des victimes de violences conjugales. Il convient de les aider à quitter définitivement leurs partenaires violents en leur apportant une aide cruciale dans des délais très réduits. Les données issues des appels au numéro 3919 Violences Femmes Info montrent que 59% des victimes souhaitent quitter le domicile conjugal, tandis que 18% des victimes indiquent avoir effectué plusieurs départs du domicile. Un amendement 4, monsieur Chassaing. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame le rapporteur, mes chers collègues. Alors si vous voulez, cet amendement qui a été peut-être mal rédigé, puis dans mon esprit, c'était, si vous voulez, permettre aux mutuelles agricoles de procéder aux côtés des CAF au versement de l'avance d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Ainsi, si vous voulez, le dispositif risque de manquer certaines cibles qui ont pour interlocuteur la MSA plutôt que la CAF. C'est pour ça, il me semble pertinent d'ouvrir la possibilité au MSA de procéder au versement de cette aide. Donc cet amendement, si vous voulez, demande l'opportunité d'ouvrir le dispositif à la MSA et en fait, je répare dans cet amendement un sous-entendu parce que c'est complètement évident. 35 co-signataires l'ont interprété de la même chose que moi, dont Madame Létard et Madame le rapporteur ont signé cet amendement et donc je souhaite effectivement qu'il puisse être adopté pour que les MSA aussi puissent s'impliquer. Merci. Bien, sur un rapport, je vous souhaite bon courage, monsieur Chassaing. Avis de la commission, madame la rapporteure. Oui, chers collègues, moi je partage entièrement l'intention de cet amendement. Au moins, on peut en discuter, parce que de toute façon, ça aurait été tombé sur l'article 40. Donc au moins, c'est simplement pour ça que nous l'avons co-signé avec Valérie Létard. C'est que je pense qu'à terme, il conviendra aux caisses de la mutualité sociale agricole de verser l'aide d'urgence à leurs allocataires. Et là, je m'adresse bien sûr à Madame la Ministre. Voilà, je pense que là-dessus, on va s'entendre parce que c'est vrai qu'il y a un trou dans la raquette et qu'il est important, en tous les cas, chers collègues, voilà, qu'on le considère. Hein. Mais vous comprendrez bien que comme c'est un rapport, je suis obligée de donner un avis défavorable. Mais voilà, mais écoutez, là je crois que simplement ce qui est important, c'est que Madame la Ministre est là, elle a entendu et le message est passé. Voilà. Donc avis défavorable. Madame la Ministre, avis du gouvernement. Retrait. Ou avis défavorable. Monsieur Chassaing.
Monsieur le Président, bon, je vais retirer cet amendement, mais c'est quand même quelque chose de totalement évident. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y a l'article 40 là-dedans. Les personnes qui sont assujetties à la CAF auront cette aide d'urgence. Les personnes qui sont assujetties à la MESA, malheureusement, il y a aussi des violences dans le rural. Et j'avoue ne pas comprendre pourquoi on ne peut pas associer la MSA. C'est pratiquement rédactionnel, c'est un oubli, c'est tout. Mais bien sûr, tout le monde est sûrement d'accord pour ça. Merci. L'amendement est retiré. Monsieur Chassaing, l'amendement est retiré. Ah, il est retiré. Désolé, Madame la Présidente Rossignol, pas de chance. C'est dommage. Ah non, vous pouvez pas, non, ça. C'est pas un. Il a été présenté. Par qui? Elle a été présentée, donc elle le retire. Elle n'est pas signataire, donc elle a le droit de le reprendre. Ah, vous n'êtes pas signataire, vous pouvez. Vous pouvez. Ben, je le maintiens. Ouais, enfin, merci. Ridicule, là. Vous le maintenez. Donc je vais faire une explication de vote. De vote, mais je serai obligé de redonner la parole à la commission. Oh, mais c'est un plaisir, Monsieur le Président, Mais d'entendre de nouveau je la n'en commission. doutais pas. Non, juste pour dire qu'il y a quelques mois, la délégation aux droits des femmes a travaillé de manière, comme toujours dans la délégation aux droits des femmes, totalement transpartisane, et 4 de nos collègues, à ma connaissance, ont produit un rapport qui s'appelle sur les inégalités spécifiques dont les femmes sont victimes en milieu rural. Je regardais si ma collègue Marie-Pierre Meunier, qui s'appelle les zones blanches de l'égalité, la spécificité des inégalités dont les femmes sont victimes en milieu rural. Dans ce rapport, il est très clairement identifié que les femmes victimes de violences en milieu rural souffrent encore plus que celles qui sont en milieu urbain. C'est clair. Elles souffrent encore plus parce qu'elles ont moins de tissu associatif, moins d'environnement de soutien. Voilà. Je pense donc que pour nous, pour moi en tout cas, membre de la délégation des droits des femmes, c'est une cohérence totale que de reprendre et voter l'amendement présenté par notre collègue Chassaing. Bon, peut-être pas. Madame la rapporteure. Eh ben oui, mais Alors, vous ne changez pas d'avis du fait de l'intervention. La commission ne s'étend pas. Je vous remercie, mais voilà, vous savez très bien que la commission, il faudrait qu'elle se regroupe, qu'elle décide d'elle-même. Voilà, je laisse le vote tel qu'il est, mais je pense que vraiment, c'est plutôt la balle, et j'espère que vous êtes bonne en rugby, madame. Ouais, je vous passe la balle. Et je pense que la décision vous revient. Parce que c'est vrai que ça aura un coût supplémentaire, qu'on le veuille ou non. Donc, de toute façon, ça tomberait sur l'article 40 aussi. Donc, mais là, on ne pouvait pas, parce que c'était un rapport. Voilà, c'était un rapport. Donc, le rapport, voilà. Donc, je maintiens ce que j'ai dit. Merci, madame la rapporteure, on a compris. Allez, alors, j'ai madame Jasmin qui veut s'exprimer. Et ensuite, on va voter. Oui, Non, pas de discussion dans les bisous. Laissez la parole à madame Jasmin et à madame Jasmin seule. Merci, Madame Monsieur Jasmin. le Président. Merci, Monsieur le Président. Oui, vraiment, je suis très favorable, Madame la rapporteure. Je comprends les arguments, mais nous ne devons pas créer des disparités une fois de plus. Parce que là, nous sommes sur un sujet sérieux, la proposition de Mme Valérie Létard. Nous avons tous adhéré. Et je crois que le rapport qui a été fait par la délégation des droits des femmes avec l'ensemble des groupes, parce que tous les groupes étaient représentés, justement, et quand on regarde les préconisations, les recommandations de ce rapport, je crois que la proposition de notre collègue est en parfaite cohérence, en fait, avec ce qui devrait être fait. Donc, je crois que Madame la ministre, lorsqu'elle a pris la parole, elle a dit qu'elle allait faire évoluer un certain nombre de choses, elle allait poursuivre. Donc, je crois que nous devons aujourd'hui voter l'amendement qui est proposé par notre collègue et après, Madame la ministre va voir ce qu'il y en est pour améliorer. Je ne sais pas, mais on ne doit pas créer des disparités entre les femmes en milieu rural, d'autant plus que nous avons été unanimes à reconnaître que ce rapport-là méritait d'être fait parce que les préconisations qui sont faites, eh bien, reflètent la réalité de nos territoires et malheureusement, les femmes en sont les victimes. Je crois avoir compris quand même dans le débat, si vous voulez bien me permettre, que l'opposition de la commission n'est pas liée au problème de fond, mais au fait que c'était un rapport
et seulement cela. Donc chacun sait dans cet hémicycle que les commissions dans le Sénat ne veulent pas de rapport. Donc après, l'hémicycle décide souverainement. Et je vais donc mettre... Oui, Madame la Présidente Létard, je crois qu'on a compris. Mais il vaut mieux redire les choses pour qu'elles soient bien claires et remercier la rapporteure, c'est vrai, qui applique des dispositions qu'on demande aux commissions de mettre en œuvre et de la façon la plus exigeante possible. Elle émet un avis défavorable sur une idée qu'elle partage, qu'elle porte, parce qu'en fait, elle passe au travers d'un rapport. Sinon, effectivement, on a une problématique budgétaire qui fait qu'on pourrait mettre en difficulté le texte. Donc, on peut s'accorder que Madame la rapporteure, tout en ayant émis un défavorable, le soutien. Moi, allez, on va dire qu'avec tous mes collègues... Non, Madame la Présidente, je ne peux pas vous laisser dire que Madame la rapporteure dit oui en disant non, dit non en disant oui. Non. Donc, on a compris, Madame la Présidente. Monsieur le Président, on a compris. Exceptionnellement, non. Je voterai pour cet amendement. Voilà. Pour une simple raison, c'est que l'esprit qui sous-tend effectivement les explications justifie qu'on marque le coup. La MSA doit être intégrée. Madame la ministre, c'est un message. Bien. Alors, Madame la ministre, allez, on a compris. Madame la ministre. Merci de cet amendement. Alors, c'est bien, je relis, c'est bien, cet amendement vise à demander la remise par le gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'opportunité d'ouvrir le dispositif au MSA en plus des CAF. Voilà, c'est exactement ce dont nous sommes saisis. Si le dispositif fait preuve d'efficacité, il apparaîtra nécessaire qu'il soit élargi aux caisses de MSA par équité de traitement entre les allocataires et aussi par simplification de l'accès à l'aide pour les personnes victimes relevant du régime agricole, mais qui, pour ce prêt d'urgence sans intérêt, devront s'adresser à la CAF. La production d'un rapport n'apparaît pas nécessaire, c'est pourquoi j'en préconiserai le retrait ou à défaut, j'émettrai un avis défavorable. Allez, je mets aux voix donc un amendement qui a un avis officiellement défavorable de la commission et défavorable du gouvernement. Nous sommes bien d'accord, quelles que soient les opinions de chacun. Qui est pour ? Qui est contre? Il est adopté. Le Sénat avait donc adopté à l'automne dernier en première lecture cette proposition de loi qui crée une aide financière d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. Le texte est ensuite allé à l'Assemblée nationale où il a été enrichi, adopté, notamment sous l'impulsion du gouvernement, puisque cette aide financière d'urgence fera l'objet soit d'un don, soit d'un prêt en fonction des ressources financières de la victime. Et puis cette proposition de loi est ensuite retournée au Sénat pour une seconde lecture. Je vous laisse écouter les débats. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale créant une aide universelle d'urgence pour les victimes des violences conjugales. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices et les sénateurs, nous tenons entre nos mains un objet précieux, l'un de ces objets législatifs particuliers qui, dès la seconde même où ces dispositions seront appliquées, changera immédiatement des vies. Parce qu'en cas de violence conjugale, il est toujours difficile de tourner définitivement le dos à son bourreau. Nous devons faire en sorte que lorsqu'une femme décide de recouvrer une liberté qu'elle n'aurait jamais dû perdre, rien ne puisse freiner son courage. Le drame de celles qui subissent au quotidien la violence de leur conjoint connaîtra, grâce à cette proposition de loi, un facteur contraignant en moins. Bien sûr, si je le pouvais, si nous le pouvions, nous aiderions chaque victime de violence, physique ou psychologique. Nous ferions disparaître cette emprise mortifère par laquelle les hommes violents détruisent à petit feu leurs compagnes. Si je le pouvais, si nous le pouvions, nous aiderions chacune de ces victimes à boucler sa valise. Ce que nous pouvons faire, en revanche,
c'est agir en acteur responsable des politiques publiques. C'est ce que fait le gouvernement via le pacte Nouveau Départ, annoncé par la Première ministre dès septembre 2022. C'est ce qu'a fait la sénatrice Valérie Létard, merci Madame la sénatrice, en déposant cette proposition de loi, et c'est ce qu'ont fait l'Assemblée nationale et le Sénat en adoptant à l'unanimité ce texte en première lecture. Je suis convaincue que ce texte que vous examinez aujourd'hui en seconde lecture fera à nouveau l'objet d'un vote favorable et transpartisan. Je m'en réjouis de tout cœur. Face à ce fléau, seule l'union fait la force. C'est pour que ce dispositif convienne à toutes et s'adapte à chacune, quel que soit son parcours, son âge, son orientation sexuelle, son lieu d'habitation, son statut social ou sa profession, que le gouvernement a souhaité modifier l'article 1er de ce texte. Les principes énoncés dans cette proposition de loi sont ceux qui sont portés haut dans notre République, ceux dont vous, représentants du pouvoir législatif, êtes les gardiens. Ainsi, nous l'avons élaboré de manière à ce qu'elle ne contienne rien d'autre que des solutions pratiques qui permettent aux femmes une aide concrète au départ. Tout au long de ma carrière de magistrate, j'ai croisé des femmes qui n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes. J'ai écouté leurs souffrances des heures durant. J'ai dû juger, arbitrer, apporter une réponse pénale à leur calvaire. Je me souviens de Gisèle, séquestrée, violée pendant des mois chez elle par son conjoint, qui un jour, avec la complicité d'une amie, parvint à prendre la fuite. De Solange, qui parvint à partir à 75 ans, après des années d'humiliation et de violence. J'aurais voulu leur offrir bien plus, mais ce n'était pas mon rôle. Alors, j'ai gardé leurs mots en mémoire. Et je n'oublierai jamais non plus les visages de celles que je n'ai vues que sur photo, parce que c'était trop tard, comme Leïla, massacrée toute la nuit par son conjoint, devant ses 3 enfants. J'aurais voulu aider Leïla à partir. Ces femmes m'accompagnent chaque jour, particulièrement aujourd'hui. Cette proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui permettra à d'autres Gisèle, Solange, Leïla de relever la tête, de recouvrer la dignité dont leur bourreau les a spoliés. Chaque cas est unique. Il nous faut apporter une solution, même aux cas les plus complexes. Lorsqu'elle sera votée, cette proposition de loi viendra donc compléter et renforcer nombre de mesures que nous avons mises en place, comme par exemple le pacte Nouveau Départ que j'ai proposé à la Première ministre, qui a été annoncé par elle début septembre et qui vise à proposer aux victimes un parcours coordonné afin d'assurer le déblocage rapide de toutes les aides auxquelles elles peuvent prétendre et dont le président de la République a réaffirmé le caractère prioritaire le 25 novembre dernier. Je pense également au Grenelle, auquel j'ai activement participé lorsque j'étais au ministère de la Justice et dont la quasi-totalité des mesures ont été mises en œuvre. Grâce à vous, nous irons encore plus loin. Selon sa situation, une femme victime de violence peut faire face à une multitude d'obstacles qui constituent autant de freins à son départ. Lorsque ces obstacles peuvent être levés par des politiques publiques, il est essentiel que nous soyons au rendez-vous. Car c'est aussi dans ce moment charnière que les victimes sont les plus faibles, dans cette zone grise qu'elles ne connaissent que trop. Ce moment où tout peut encore basculer, où l'emprise trouve toute la place de s'exercer. Nous pouvons alors, en faisant cesser cette situation de dépendance matérielle, économique, mettre fin à l'emprise et rompre le cycle de la violence. Car tout non-départ, tout retour en arrière peut être fatal. C'est pour cette raison que j'ai voulu que le prêt initialement prévu puisse aussi prendre la forme d'un don. Tout simplement parce qu'il est impensable que la victime se retrouve en position de débiteur face à qui que ce soit du fait des actions qu'elle engage pour se protéger. Parce que le déséquilibre généré par un départ peut faire vaciller une décision déjà difficile à prendre
et donc fragile. Et nous voulons à tout prix éviter un faux départ. Ce que nous proposons, c'est de poser le principe d'une aide financière d'urgence aux victimes de violences conjugales. Cette aide sera financée par l'État et prendra la forme d'un don ou d'un prêt qui, le cas échéant, devra être remboursé par l'auteur condamné. Ce dispositif émancipateur, lorsqu'il est attribué sous forme de prêt, aura le mérite de mettre l'auteur face à sa responsabilité financière. Il pourra, dans le cadre de la procédure pénale, se voir réclamer le recouvrement de l'aide accordée à la victime. Nous faisons reposer notre proposition sur le triptyque de souplesse, rapidité, universalité. Souplesse, parce qu'il nous faut répondre aux besoins de chaque victime. Rapidité, parce que notre réponse doit prendre en compte chaque seconde passée en compagnie de son bourreau et que chaque seconde passée en cette compagnie est une seconde de trop. Et universalité, parce que nous voulons que nos dispositifs soient accessibles sans condition de ressources aux victimes qui en ont besoin. Vous l'aurez compris, ce que j'appelle de mes vœux devant vous aujourd'hui, c'est que nous admettions ensemble que protéger nos concitoyennes du danger qui les guette dépasse les clivages partisans. En votant ce texte de loi, vous permettez son application rapide. En votant ce texte de loi, vous soulagez les souffrances de celles qui veulent s'extraire des griffes de leur bourreau, vous leur donnez le souffle pour partir, vous sauvez leur peau. Quelle que soit notre appartenance politique, nous devons, vaille que vaille, protéger ces femmes. À l'issue de cette séance, nous avons la possibilité de sauver des vies. Nous avons l'occasion de faire un pas de plus en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Saisissons-la. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Jocelyne Guidez, rapporteure de la Commission des Affaires sociales, pour 10 minutes maximum. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le 20 octobre dernier, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi créant une aide d'urgence en faveur des victimes de violences conjugales, déposée par notre collègue Valérie Létard. Moins de 4 mois plus tard, le texte nous revient après avoir recueilli le vote, là aussi unanime, de l'Assemblée nationale, qui a toutefois apporté des modifications substantielles. La proposition de loi adoptée par le Sénat prévoyait un dispositif d'avance d'urgence octroyé par les caisses d'allocations familiales sous la forme d'un prêt à taux zéro. L'objectif poursuivi par cette avance est d'aider les victimes à quitter le domicile conjugal, alors que 19% des femmes victimes déclarent subir des violences économiques lors de leur appel au 3919 en 2020. Le premier des 3 versements mensuels constituant cette aide devait intervenir dans les 3 jours ouvrés suivant la demande. Le dispositif et ses paramètres étaient issus des retours d'expérience d'une expérimentation menée dans le Nord par le conseil départemental et la caisse d'allocations familiales. En outre, le texte que nous avions adopté assortissait le service de l'aide d'un mécanisme de remboursement par l'auteur des violences conjugales. La CAF avait la possibilité de se constituer partie civile pour le compte de la victime si celle-ci renonçait à exercer ses droits afin de récupérer les sommes sur les dommages et intérêts prononcés lors d'un procès pénal. Nos collègues députés ont apporté au texte du Sénat des modifications qui ne sont pas négligeables. Certaines ont été portées par le gouvernement qui, à cette occasion, est sorti de la réserve dont il a fait preuve devant nous. Toutefois, la proposition de loi a gardé intacte l'ambition de donner aux victimes de violences conjugales, dans un délai très court, les moyens financiers pour se séparer du conjoint violent. C'est pourquoi la Commission a adopté cette proposition de loi sans modification pour permettre son application rapide. L'article 1er du texte, qui porte le dispositif de l'aide d'urgence, a fait l'objet d'un amendement de rédaction globale du gouvernement, sous-amendé à de nombreuses reprises. Il faut souligner d'emblée les motifs de satisfaction du texte qui nous a été transmis. Le financement de l'aide d'urgence a été transféré de la Caisse nationale des allocations familiales à l'État, qui assumera là une mission qui lui incombe naturellement. L'Assemblée nationale a également affirmé le droit de toute victime conjugale à bénéficier d'un accompagnement global. Enfin, le gouvernement a pu proposer des modifications que nous appelions de nos vœux, mais que les règles de recevabilité financière ne nous permettaient pas de réaliser. Par exemple, les caisses de la mutualité sociale agricole se trouvent désormais intégrées au service de cette nouvelle aide, ce qui est nécessaire afin d'atteindre leurs allocataires.
S'agissant des caractéristiques de l'aide, sa nature a tout d'abord été dédoublée avec la possibilité d'octroyer à la victime soit un prêt, soit une aide non remboursable selon sa situation financière et sociale. C'était très important. La détermination du montant de l'aide a également été revue. Le montant pourra être modulé dans le respect de plafonds limitatifs selon l'évaluation des besoins de la personne, notamment sa situation financière et sociale. De même, le montant devra tenir compte de la présence d'enfants à la charge de la victime, ce que nous avions souhaité au Sénat. Cette modulation semblait impérative alors que dans la plupart des cas, des victimes ne quittent pas le domicile sans leurs enfants. L'Assemblée nationale a également assoupli les délais de premier versement de l'aide. Le délai pourra, par dérogation, être porté de 3 à 5 jours ouvrés dans le cas où la victime n'est pas déjà enregistrée comme allocataire de l'organisme payeur. Cet allongement n'est pas souhaitable en soi, mais demeure plus conforme aux inquiétudes avancées par la CNAF et aux délais qui pourront réellement être respectés par les caisses sur le terrain. Enfin, toujours à l'article 1er, le mécanisme de récupération de l'aide a été amendé en conservant le principe de demander le paiement à l'auteur des violences lorsque l'aide est versée sous la forme d'un prêt. Dorénavant, le remboursement fait partie des peines que les juridictions pénales peuvent prononcer contre l'auteur reconnu coupable, ainsi que les dispositifs à la main des parquets dans le cadre d'un classement sous condition de la procédure ou de mesures de composition pénale. La navette a donc enrichi l'article 1er de nouvelles dispositions. Toutefois, comme vous pouvez le constater, elle demeure fidèle à l'objectif du texte adopté par le Sénat. Nos collègues députés ont d'ailleurs maintenu inchangées les conditions d'octroi de l'aide d'urgence ainsi que le bénéfice aux droits et aides accessoires au RSA qui accompagnent le versement de l'aide pécuniaire. À l'article 2, les députés ont maintenu l'obligation faite aux gendarmes et policiers d'informer la victime déposant plainte de la possibilité de demander l'aide d'urgence. En revanche, si l'enregistrement à la demande dans le commissariat ou la gendarmerie demeure une faculté, elle n'est plus systématique. Sans doute, les députés ont-ils estimé que de telles dispositions ne seraient pas appliquées par la norme contraignante, mais par les engagements volontaires des acteurs du terrain. D'autres dispositions de la proposition de loi concernent son applicabilité aux Outre-mer. Comme vous le savez, mes chers collègues, en proposition, les victimes de violences conjugales sont encore plus nombreuses en Outre-mer que dans l'Hexagone. L'article 1er bis habilite ainsi le gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter la loi à Mayotte. Enfin, l'Assemblée nationale a inséré quelques nouveaux articles pour avoir examiné ces dispositions en commission. La sincérité m'oblige à dire que leur pertinence est toute relative. Mais ces dispositions sont annexes au dispositif de l'aide d'urgence et ne gênent pas son application. L'article 1er ter propose ainsi qu'une loi de programmation pluriannuelle détermine la trajectoire des finances publiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour symbolique et médiatique que soit cette disposition, elle est dépourvue de portée normative, le gouvernement ne pouvant constitutionnellement être tenu de déposer un tel projet de loi. Enfin, les articles 2 ter et 2 quater sont des demandes de rapport sur lesquelles, une fois n'est pas coutume, la Commission a été indulgente. En deuxième lecture, la Commission a donc adopté, sans modification, le texte transmis en raison du maintien de l'essentiel de la proposition de loi adoptée par le Sénat et des améliorations introduites par la navette parlementaire. Nous nous réjouissons notamment de la suppression de l'article 3 par amendement du gouvernement, permettant ainsi de lever le gage financier. Une adoption conforme du texte aujourd'hui signifierait une belle avancée d'initiative sénatoriale dans la lutte contre les violences conjugales. Issue de l'expérience de nos territoires, cette proposition de loi qui entrera en vigueur au plus tard 9 mois après sa promulgation viendra utilement compléter les dispositifs existants. C'est pourquoi la Commission vous invite à adopter la proposition de loi dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame la présidente Laurence Rossignol pour le groupe socialiste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Vice-président de la Commission, je voudrais renouveler à notre collègue Valérie Létard nos remerciements pour sa rédaction,
pour le dépôt de cette proposition de loi, pour son obstination et l'énergie qu'elle a mise à la faire adopter, la vigilance qu'elle a exercée sur le parcours du texte, et me réjouir aujourd'hui que cette proposition de loi soit adoptée. Il est temps que la navette parlementaire s'arrête, que le texte soit adopté, promulgué et mis en œuvre. Les femmes l'attendent et nous avons là un bon texte, je crois, que nous allons déboucher aujourd'hui. L'un des premiers écueils à la dénonciation des violences subies est la crainte de devoir quitter le domicile et de se retrouver sans ressources, dans une précarité matérielle, et qui pose une question de survie quotidienne. Et cette crainte est d'autant plus grande et accrue que la femme a des enfants à charge. Et cette crainte peut être suffisamment forte, peut être si forte que les femmes ne vont pas demander d'aide, elles ne vont pas dénoncer leur calvaire, elles vont se résigner à rester au domicile conjugal qui est désormais pour elles une prison où les enferme l'auteur de ces violences. C'est notamment pour cette raison que la défense de l'indépendance économique des femmes, plus globalement, est cruciale. C'est une étape indispensable dans l'émancipation, que les femmes soient ou non victimes de violences. Nous avons progressé à grands pas sur le sujet grâce aux mobilisations féministes, accès au compte bancaire, droit de travailler sans le consentement du mari, suppression des interdictions professionnelles faites aux femmes, etc., etc. La liste est longue et réjouissante. Nous poursuivons cette mobilisation à travers différentes initiatives pour avancer sur le chemin de l'égalité professionnelle, faire tomber les stéréotypes qui entravent l'orientation des filles. Et en cette journée consacrée au numérique, je souhaite attirer l'attention du Sénat sur la faible part de femmes dans le numérique, dans ces métiers de demain, et qui nous privent d'un nombre d'ingénieurs important si les femmes s'engageaient dans ces métiers, qui privent ce secteur de ressources humaines et qui privent les femmes d'accès à des métiers qui seront demain des métiers importants. Dans ces mesures que nous devons encore prendre pour éliminer les inégalités salariales, accompagner les mères monoparentales, défendre l'augmentation des bas salaires, nous avons déjà des outils. Et c'est pour ça que je défends régulièrement quelques propositions comme la déconjugalisation de l'allocation de soutien familial ou encore l'augmentation du SMIC, puisque je rappelle que 60% des salariés au SMIC sont des femmes. Augmenter le SMIC, c'est augmenter les salaires des femmes. Mes chers collègues, nous fêtons cette année les 5 ans du mouvement MeToo. Grâce aux témoignages, grâce au mouvement féministe, grâce à la mobilisation d'associations et de l'ensemble de la société, grâce à la mobilisation des pouvoirs publics, et j'ajouterai maintenant grâce à la mobilisation des collectivités locales, qui est un élément nouveau dans la lutte contre les violences intrafamiliales. J'ai observé d'abord cette année au Congrès des maires de France, un atelier était consacré, nous y étions Madame la Ministre, à la manière dont les collectivités locales pouvaient s'impliquer. Et je vois sur le terrain, dans mon propre département, que c'est un sujet en lien avec la gendarmerie, d'ailleurs le plus souvent des délégués droits des femmes, dont les collectivités locales, les EPCI s'emparent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment apporter une réponse? 3 types de violences conjugales concernent les collectivités locales, celles dont sont victimes les habitantes de leur commune, celles dont sont victimes les salariés, les fonctionnaires territoriales dans leur commune ou leur collectivité locale, et enfin celles subies par les conseillères municipales et les élus, et sujet parfois plus difficile, celles effectuées par des collègues conseillers municipaux. Malheureusement, les statistiques globales ne sont pas différentes dans chaque catégorie, chaque échelon de la société. Nous retrouvons strictement les mêmes. Mais je trouve que cette mobilisation des collectivités locales est un élément fort, important et tout à fait encourageant pour éradiquer les violences faites aux femmes. Je voudrais pas trop digresser, mais nous avons encore beaucoup de chantiers. La restriction des modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement, l'exclusion de la résidence principale de l'enfant chez l'auteur de violences, l'augmentation de la durée, de la portée et des conditions d'accès à l'ordonnance de protection, la dissimulation de l'adresse de résidence et de l'école des enfants à l'ex-conjoint violent, le signalement à la victime de la remise en liberté de son agresseur présumé, le renforcement de la lutte contre les violences de post-séparation, l'abrogation du délit de non-représentation d'enfants qui est une arme à fragmentation contre les femmes aujourd'hui, contre les mères qui protègent leurs enfants, et enfin le très beau chantier, Madame la Ministre, dont je connais
votre engagement, pour lequel je connais votre engagement, votre volonté d'aboutir, de réussir, et nous serons à vos côtés pour le faire, celui de la mise en place d'une juridiction spécialisée en matière de violences intrafamiliales, conjugales et sexuelles, qui rassemble justice civile et justice pénale. La création d'une aide financière d'urgence à l'attention des victimes est donc un moyen concret, immédiat. Ça ne résout pas tout, mais c'est essentiel ce que vous avez proposé aujourd'hui, madame, chère collègue Valérie Létard. Je voudrais dire enfin que les violences contre les femmes coûtent 3,3 milliards d'euros par an à la société, et que donc les sommes que nous allons engager par l'intermédiaire des caisses d'allocations familiales sont bien peu comparées aux coûts collectifs que nous assumons du fait de ces violences. Je vous remercie, chers collègues. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à madame Laurence Cohen pour le groupe CRCE pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales que nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture aura connu un parcours des plus tumultueux. Cette proposition de loi de notre collègue Valérie Létard reprenait une proposition de loi déposée par ma collègue Michèle Gréaume en février 2021. Je veux les en remercier, ainsi que notre rapporteure Jocelyne Guidez. Face aux nombreuses insuffisances de l'action publique en matière de lutte contre les violences conjugales, le gouvernement a déposé et fait adopter un amendement visant à réécrire intégralement l'article 1er. Nous saluons le fait que plusieurs amendements GDR, nos homologues à l'Assemblée nationale, aient été adoptés pour encore enrichir le texte et supprimer la condition que le gouvernement avait instaurée sur la régularité au séjour et sur les difficultés financières immédiates. Une aide universelle se doit de l'être, même si elle est modulée en fonction des besoins. Le fait que la présence d'enfants à charge ait été pris en compte et que ce soit l'État et non plus la CNAF qui gère ces dépenses de l'aide sont également des mesures positives. L'introduction de l'article 1er ter qui prévoit une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes en ciblant l'accompagnement psychologique et social, l'hébergement, la formation est extrêmement importante. Madame la ministre, même sans caractère normatif, pouvez-vous nous confirmer que cette loi verra le jour avec les moyens nécessaires, que cela soit pour le 3919, comme cela d'ailleurs est prévu, comme pour l'ensemble des associations qui nous alertent. Les groupes LR et centristes à l'Assemblée nationale ont également enrichi cette PPL. Et si j'ajoute enfin que plusieurs amendements du groupe socialiste ont complété le texte en précisant notamment que l'accord de la victime était nécessaire avant l'information du président du conseil départemental, vous aurez là un texte largement transpartisan. Cette construction partagée s'explique en grande partie par la progression des violences conjugales dans notre pays. Selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, 213 000 femmes ont été victimes de violences physiques et sexuelles commises par leur partenaire ou ex-partenaire en 2019. Le ministère de l'Intérieur a fait paraître une alerte sur l'augmentation de 20% en 2021 par rapport à 2020 du nombre des féminicides. 122 de nos sœurs, nos mères, nos cousines, nos voisines, nos filles, nos amies sont décédées sous les coups d'un conjoint ou ex-conjoint, contre 102 en 2020. Par conséquent, il est indispensable d'accompagner les victimes de violences conjugales à sortir de l'emprise morale et économique exercée par le conjoint. L'instauration d'une aide financière d'urgence aux victimes permettra donc d'encourager cette démarche de départ salvatrice. Nous ne pouvons que regretter, Madame la Ministre, permettez-moi de revenir là-dessus, que la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron ne bénéficie pas des 2 milliards d'euros qui sont demandés par les associations féministes afin d'engager une lutte véritablement efficace contre les violences en agissant sur l'éducation et la prévention plutôt que d'attendre l'apparition des comportements violents. Et je vais profiter de ce moment pour insister, Madame la Ministre, sur un fait important. Si nous voulons, et je sais que c'est votre objectif, débarrasser notre société de ce fléau, je vous appelle à soumettre au Parlement assez rapidement un projet de loi cadre sur les violences faites aux femmes en vous appuyant sur le travail qui est fait par les associations féministes et notamment le collectif national des droits des femmes.
C'est mon souhait, c'est notre souhait, je crois que nous le partageons. En attendant, les sénatrices et sénateurs de mon groupe, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste, votera favorablement ce texte en espérant une adoption conforme pour une entrée en vigueur le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à la présidente Valérie Létard pour le groupe Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous voici arrivés à la fin du processus d'examen de la proposition de loi sur l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales que j'ai souhaité, avec l'aide de mon groupe, porter au débat devant le Parlement. Et dans un délai record, Laurence Rossignol l'a signalé, Madame la rapporteure aussi, en 4 mois à peine. C'est assez extraordinaire pour ce type d'exercice. C'est forcément aussi avec un sentiment particulier, une émotion certaine, sincère, que je prends la parole pour exprimer un mélange de satisfaction, de joie, de fierté partagée qui m'empare à ce moment de nos débats. Qu'une initiative de terrain qui s'est construite grâce à un travail nourri par les professionnels de mon territoire, à l'expertise de nos administrateurs qui ont su, à travers d'échanges, d'expériences, d'expertise, traduire une volonté d'aboutir à un texte adapté à la réalité quotidienne que vivent les professionnels dans leur action auprès des victimes de violences et bien évidemment aussi trop souvent de leurs enfants. Un texte qui, je l'espère, nous l'espérons tous, contribuera à changer la vie et le destin de trop nombreuses victimes sous emprise grâce à une aide financière qui devra être simple d'accès et dont le montant et les modalités, Madame la Ministre, devront, au travers du décret que vous avez la grande responsabilité de mettre en œuvre, être à la hauteur des besoins. Une aide universelle qui pourra prendre la forme d'une aide non remboursable ou d'un prêt partiellement ou totalement remboursable. Vous en avez changé les mots, Madame la Ministre, en remplaçant cette notion de prêt bénéficiant de remise totale ou de réduction en un don, une aide non remboursable ou un prêt sans intérêt. Le but, vous en conviendrez, est le même, c'est un soutien financier ambitieux, accessible, rapide et lisible, facile d'utilisation par les professionnels, permettant de libérer de l'emprise financière de leurs bourreaux celles et ceux qui en sont victimes pendant une période nécessaire pour rétablir les droits de ceux qui les ont perdus de cette absence de financement dans l'urgence. Il n'y a pas de classe, pas de milieu, pas de génération, pas de situation socio-professionnelle qui soit épargnée par cette triste réalité des violences au sein du couple. L'universalité était donc essentielle à mes yeux, à nos yeux. Peut-on exclure une femme salariée privée de ses propres ressources, une jeune de moins de 25 ans qui n'a pas de droit au RSA, une personne retraitée? Non. Et donc ce dispositif imaginé, universel et rapide, visant à n'exclure aucune victime, quelle que soit sa réalité, était indispensable. Merci Madame la rapporteure, merci aussi à Monsieur le Président, vous saluerez aussi Madame la Présidente, pour l'écoute attentive qu'a eue la Commission et bien évidemment aussi nos collègues pour entendre, nourrir, enrichir des amendements divers de l'investissement de nos collègues sur ce texte. Votre écoute, vos avancées n'ont fait que renforcer encore la portée de ce texte. Notre unanimité en première lecture a été inspirante et a permis, je pense, au gouvernement, Madame la Ministre, de changer la position de départ qui était plutôt réservée et de vous donner la possibilité d'aller plus loin. L'Assemblée nationale, et on peut remercier aussi la présidente de l'Assemblée qui a su créer les conditions d'un examen transpartisan et un vote unanime après des modifications apportées par les rapporteurs, et je salue ma collègue Béatrice Descamps qui était rapporteure et qui est ma collègue du Nord. Les différents groupes aussi de l'Assemblée, vous l'avez dit, Madame Cohen, ont apporté et nourri ce texte et y ont réintégré des dispositions qui n'étaient pas toutes dans la position et dans l'amendement du gouvernement. Cela permet d'avoir rajouté l'accompagnement social et professionnel, les droits sociaux liés qui sont indispensables, une transmission de la demande simplifiée à la CAF
et aux départements. Et aussi, Madame la Ministre, vous remercier évidemment d'avoir maintenu la possibilité de se retourner sur l'auteur des violences pour le remboursement ou encore d'avoir levé les gages pour la familialisation et possibilité aussi donnée à la MSA de gérer ses propres ressortissants. Unanimité au Sénat et à l'Assemblée, cela montre que même dans les périodes de tension, l'intérêt général et la portée des sujets tels que celui qui nous réunit transcendent les courants et montrent le sens des responsabilités de nos assemblées. C'est un bel exemple dans les moments que nous vivons. La loi doit protéger les plus fragiles d'entre nous. Ce principe essentiel m'a toujours guidée et si vous êtes là à cet instant et si vous tenez ces propos, c'est bien parce que vous le partagez et que vous le défendez tout autant que moi. Et je vous en remercie. Merci à vous tous, et j'en arrêterai là, de donner tout son sens à l'engagement politique et à l'action publique, car ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une vraie avancée. Et c'est pour cela, je pense que toutes et tous, eh bien, nous avons toujours été mobilisés, déterminés à faire avancer la cause des plus vulnérables avant tout, le destin de notre pays, sans laisser personne au bord de la route. Nous pouvons en être collectivement très fiers. Merci à toutes et à tous. Merci. La parole est maintenant à monsieur Éric Gold pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Bien, excusez-moi, je remets de l'ordre dans ma chemise. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues, 4 mois après l'adoption de cette proposition de loi à l'unanimité, nous nous retrouvons donc pour examiner le texte en deuxième lecture, après son adoption à l'Assemblée nationale, à l'unanimité également, mais avec plusieurs modifications. Si ces modifications ont fait craindre un report dans l'application de la mesure, elles ont néanmoins permis d'améliorer le texte, notamment grâce à l'engagement du gouvernement sorti de sa réserve initiale. Sur un sujet aussi majeur que les violences conjugales, nous pouvons saluer le travail consensuel effectué au sein du Parlement et de l'exécutif quand il s'agit d'aider les victimes à s'extirper des mains de leurs bourreaux. Nous sommes heureusement capables de travailler en bonne intelligence. Près de 300 000 personnes sont victimes chaque année de violences conjugales en France. 72% d'entre elles sont des femmes. Or, il est avéré que la précarité financière retarde, voire empêche, le départ du domicile conjugal. Et on ne sait que cette précarité touche davantage les femmes. En complément des aides déjà existantes, je rappelle le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement et toutes les mesures du Grenelle des violences conjugales, cette proposition de loi s'attaque donc spécifiquement à la question de la dépendance financière, qui demeure un frein majeur pour nombre de victimes. Conservant l'esprit initial du texte, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale se décline en un prêt à taux zéro et une aide non remboursable, modulée en fonction des besoins de la victime et de sa situation économique et sociale. La présence d'enfants à charge pourra notamment permettre l'octroi d'un montant supplémentaire qui devrait aider à les sortir de ce climat de violence dont ils sont aussi les principales victimes. Dans le cas d'un prêt et sur décision de justice, le remboursement pourrait être mis à la charge de l'auteur des violences, ce qui libérera de fait la victime de sa créance. Cette aide est toutefois conditionnée à un dépôt de plainte ou un signalement au procureur de la République. Les commissariats et unités de gendarmerie pourront enregistrer et transmettre la demande d'aide sans y être obligés. Seule demeure l'obligation d'informer la victime de l'existence de cette aide, ce qui semble en effet plus conforme au rôle et missions des forces de l'ordre. Hormis les articles qui sollicitent les demandes de rapport, auxquels nous sommes au Sénat et au groupe RDSE généralement très réticents, nous regrettons l'inscription d'une demande de loi de programmation pluriannuelle sur la trajectoire des finances publiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle n'a qu'une portée symbolique, puisque le gouvernement n'est pas tenu de déposer un tel projet de loi. Gardons-nous de créer de faux espoirs en la matière. Enfin, si la rédaction issue de l'Assemblée correspond à la volonté générale des auteurs de la PPL de créer une aide universelle, la suppression de la condition de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France me paraît en réalité peu opérationnelle. Chaque victime doit bien sûr pouvoir être aidée, mais je doute que les personnes en situation irrégulière se rendent au commissariat pour porter plainte et je crois que nous devrions nous concentrer sur des aides plus adaptées à leur réalité. Pour conclure,
Cette proposition de loi offre une aide supplémentaire dans cette période de latence que constitue le départ, parfois brutal, du domicile et sur le sujet très complexe de la dépendance financière qui rajoute à la vulnérabilité et repousse l'indispensable mise à l'abri. Si ce nouveau droit peut convaincre ne serait-ce qu'une seule victime de partir, alors nous aurons peut-être sauvé une vie de plus. Le groupe RDSE votera donc, comme en première lecture, cette PPL d'une seule voix. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Valérie Boyer pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure et mes chers collègues. Elles avaient 19, 30, 51 ou 90 ans. La plupart étaient mères de famille. Leurs enfants ont parfois été témoins de cette barbarie ou même été tués à leur tour. Certaines étaient enceintes, parfois elles ont été brûlées vives, poignardées, étranglées ou abattues d'un coup de fusil. Ces meurtres perpétrés sur tout le territoire français, essentiellement par des hommes qui étaient déjà parfois connus des services de police et même souvent et de la justice pour des faits de violence conjugale. En 2022, 147 d'entre elles ont été tuées par leur conjoint et ex-conjoint. Et je voudrais souligner que 18 hommes aussi ont été tués par leur conjoint ou leur conjointe. Un enfant est tué par l'un de ses parents tous les 5 jours en moyenne, d'après l'UNICEF. Près de 400 000 enfants en France vivent dans un foyer où les violences intrafamiliales sévissent. Derrière ces chiffres, il y a une réalité, celle de la souffrance insupportable et inacceptable. Plus que jamais, nous avons besoin de l'implication de tous. C'est pourquoi, le 20 octobre dernier, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi créant une aide d'urgence en faveur des victimes de violences conjugales, déposée par notre collègue Valérie Létard. Et je veux la remercier pour son travail et lui dire enfin une mesure concrète qui allie Sénat, proximité et conseils départementaux. Et c'est ça que nous attendons de la Chambre haute et c'est ça, je pense, que les femmes attendent aussi. Quelque chose de concret, de rapide et d'efficace. Après moins de 4 mois plus tard, le texte nous revient après avoir recueilli le vote, là aussi quasi unanime, de l'Assemblée nationale. La lutte contre ces violences, notamment faites aux femmes, est un combat qui concerne toute la société. C'est un combat universel. Ce combat me tient particulièrement à cœur, comme vous tous, mes chers collègues ici présents. En effet, je suis engagée pour les victimes comme parlementaire il y a maintenant près de 10 ans, notamment aux côtés de maître Nathalie Tomasini et du juge Édouard Durand, que je veux saluer. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous tentent de faire évoluer aussi notre législation. Je pense notamment à notre délégation aux droits des femmes, avec sa dynamique présidente Annick Billon, que je veux saluer pour son investissement et son énergie pour cette cause. Mais malheureusement, ce combat n'avance jamais assez vite. Voilà des années que nous demandons une grande loi sur les violences conjugales et pas d'examiner les choses de façon tronçonnée. Mais voilà plusieurs années que nous devons nous contenter de propositions de loi successives, et ce malgré le Grenelle des violences conjugales de 2019. Et comment ne pas évoquer la grande loi du 9 juillet 2010, à laquelle Valérie Létard d'ailleurs et moi-même nous avons participé sur les bancs de l'autre assemblée, celle de Guy Geoffroy, qui a créé notamment l'ordonnance de protection, l'expérimentation sur le bracelet électronique, il a fait rentrer enfin concrètement dans la loi. C'était la première fois, le téléphone grave danger. Ou encore les lois du 28 décembre 2019 et du 30 juillet 2020 qui prévoient notamment les dispositions pour améliorer l'accès au logement des victimes de violences conjugales et modifier le régime d'ordonnance de protection prise par le juge des affaires familiales. Sans oublier les dispositions qui facilitent la suspension et le retrait de l'autorité parentale du parent violent. Mesures que je réclame depuis des années et qui ont été systématiquement, malheureusement, Madame la Ministre, rejetées par les gouvernements Hollande et Macron avant d'être intégrées quelques années plus tard. D'ailleurs, dans quelques semaines, nous aurons à nouveau à examiner un texte à ce sujet. Je crois, Madame la Ministre, que ces grandes causes méritent que nous dépassions définitivement nos clivages politiques. Il serait temps. Aussi, rappelons-le, l'analyse des appels du 3919 révèle ces dernières années une aggravation des viols conjugaux, des menaces de mort et des tentatives de féminicide. En 2019, plus de 2100 auteurs de violences en étaient déjà rendus coupables par le passé. Aussi, le texte de notre collègue Valérie Létard crée une aide financière d'urgence aux victimes de violences conjugales. L'aide peut être versée sous forme d'un prêt sans intérêt, comme le prévoyait le texte issu du Sénat, mais peut également être un don. Et il responsabilise aussi le violent conjugal, et ça c'est vraiment primordial, qui devra rembourser à l'issue de toutes les procédures. Et c'est bien que c'est quand même une avancée aussi considérable qui fait en sorte que cette responsabilisation et cette culpabilisation, eh bien, elle rentre de façon concrète. Bien sûr, ce texte ne suffira pas à résoudre toutes les failles, mais c'est une avancée
importante. Et je veux rappeler qu'un rapport de l'inspection générale de la justice en 2019 sur les homicides conjugaux indique que si 41% avaient alerté les forces de sécurité, 82% des mains courantes à l'époque, puis maintenant c'est différent, et des procès-verbaux de renseignement judiciaire n'avaient donné lieu à aucune investigation, tandis que 80% des plaintes avaient déjà abouti à un classement sans suite. C'est pourquoi il est important que nous regardions dans chaque commissariat, dans chaque lieu d'accueil, comment les choses évoluent. Et c'est pourquoi nous ne disons pas assez, mais avant d'envisager d'autres réformes, je crois qu'il est nécessaire et vital d'appliquer les lois existantes et de vérifier leur effectivité et leur application. Je vais citer un exemple. La loi de 2019 sur les violences conjugales a permis la mise en place d'un comité de pilotage chargé de suivre le déroulement des différentes expérimentations. Ce comité dont je suis membre, qui devait réunir 2 députés et 2 sénateurs, ne s'est réuni que 2 fois en 4 ans. Alors, mes chers collègues, la parole, la loi et la justice ont le pouvoir et même la responsabilité de protéger ces victimes. C'est pourquoi, bien sûr, j'espère que nous adopterons à l'unanimité cette très belle loi. Merci beaucoup. Merci, quand la passion dure. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants pour 4 minutes. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, il y a quelques mois, en octobre dernier, le Sénat approuvait à l'unanimité la proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes des violences conjugales. Cette initiative sénatoriale constitue, à mes yeux, un cas d'école. Elle vise à intégrer dans la loi des pratiques qui ont fait leurs preuves sur le terrain. C'est bien sûr le cas du Nord, et je veux remercier Valérie Létard pour son travail. L'expérimentation menée dans l'arrondissement de Valenciennes est déjà couronnée de succès, si tant est que l'on puisse parler de succès dans la lutte contre les violences conjugales. Dans mon département, la Seine-et-Marne, la CAF a également mis en place un système d'aide complémentaire aux victimes de violences conjugales. De toute évidence, ce mécanisme d'aide aux victimes fonctionne. Les acteurs de terrain s'en sont emparés. Nous ne pouvons pas l'ignorer. C'est pourquoi je tiens à remercier Valérie Létard pour son initiative qui répond précisément aux problématiques du terrain. Les acteurs du social qui agissent pour la protection des victimes ont montré leur appétence et leur intérêt pour ce type de mécanisme. Comme lors de la première lecture, notre groupe votera en faveur de ce texte afin de permettre la mise en œuvre rapide de ce dispositif. Je me réjouis que l'Assemblée ait également adopté ce texte et que le gouvernement ait choisi de le soutenir. Ce soutien est décisif parce qu'il témoigne de la volonté partagée de voir ce dispositif compléter toutes les actions déjà mises en place par le gouvernement. L'examen à l'Assemblée a permis de corriger les quelques lacunes du texte que nous n'avons malheureusement pas pu corriger en première lecture à cause de l'article 40 de la Constitution. C'est le cas pour l'intégration des mutuelles sociales agricoles au dispositif, qui est désormais acquise. Ce texte met en place des outils nouveaux et je me réjouis qu'il fasse l'objet d'un consensus politique large. Cependant, ce sujet délicat ne doit pas servir de véhicule législatif pour d'autres combats que celui mené pour la protection des victimes de violences conjugales. C'est pourquoi j'avais déposé un amendement que j'ai retiré avant la séance. Son objet était de modifier à la marge la rédaction de l'article 1er ter. Cet article vise à instaurer une loi de programmation pour lutter contre les violences faites aux femmes. Notre groupe est plutôt favorable au principe d'une telle loi de programmation qui permettra de mettre en cohérence les objectifs et les moyens mobilisés à cette fin. Cela nous donnera l'opportunité d'en débattre de façon régulière et sérieuse, mais nous regrettons que la rédaction proposée à l'Assemblée ne soit pas aussi appropriée que celle du texte initial. En effet, le texte initial prenait soin de ne pas distinguer entre hommes et femmes pour s'intéresser à toutes les victimes. Cette modification sémantique est importante car elle introduit un biais idéologique dans ce texte. Je crois que notre travail doit rester guidé par le bon sens et la volonté d'aider toutes les victimes de violences conjugales, qu'elles soient des femmes ou des hommes. Même s'il s'est avéré que l'immense majorité des violences conjugales sont commises par des hommes contre des femmes, les violences n'en sont pas moins graves lorsqu'elles ne sont pas commises contre des femmes. Je pense là aux hommes qui subissent des violences de la part de leur conjointe ou de leur conjoint. Cela peut arriver. En conclusion,
Je crois que cette proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales est essentielle et répond aux préoccupations actuelles de notre société. J'espère que nous pourrons encore améliorer ce texte, même si le plus important est que sa mise en œuvre sur le terrain soit la plus rapide possible. C'est ce que les victimes attendent. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Mélanie Vogel pour le groupe écologiste pour 4 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, sous leurs coups, sous leurs abus, une femme meurt tous les 3 jours en France. De cela, nous devons tous nous sentir responsables. C'est ce qu'avait constaté Emmanuel Macron le 25 novembre 2017, quand il promettait de faire de l'élimination des violences faites aux femmes la grande cause de son premier quinquennat. Des actes, certes, mais si peu, ont malheureusement suivi cette annonce. Et quoi qu'on en dise, une chose est claire, l'objectif d'éliminer les violences faites aux femmes n'a pas été atteint. 213 000 femmes sont victimes de violences conjugales en France chaque année, 147 féminicides en 2022, c'est 25% de plus qu'en 2021. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est un fait implacable. Les féminicides n'ont pas baissé et au contraire, ils ont en réalité augmenté. C'est aussi pour cela que les parlementaires ont pris le relais et ce n'est pas rien, je crois, de débattre aujourd'hui d'une proposition de loi et non d'un projet. Je salue donc encore la proposition de loi de Valérie Létard et je veux la remercier encore une fois d'avoir proposé ce texte, une étape importante dans le combat contre les violences faites aux femmes par leurs conjoints ou ex-conjoints. Avec mon groupe, je peux vous en assurer, nous soutenons votre proposition et comme en première lecture, nous voterons en faveur de ce texte. Ce texte est important parce qu'il vise à traiter un des grands obstacles à la mise en sécurité des victimes de violences conjugales, qui est la barrière économique. Le revenu des femmes est en moyenne inférieur de 22% à celui des hommes, même si nous sommes plus diplômés. Et dans les couples hétérosexuels, l'écart est encore plus grand. Les hommes gagnent en moyenne 47% de plus que leurs conjointes. Et dans cette inégalité se loge le mécanisme de la dépendance, l'absence d'autonomie financière, encore plus effrayante lorsque des enfants sont en jeu, et donc un déblocage majeur au départ des femmes victimes de violences. Au-delà des inégalités de revenus, il existe par ailleurs, dans de nombreux cas de violences conjugales, des violences économiques, c'est-à-dire la mise en place d'une stratégie d'emprise financière sur la victime, par exemple l'absence d'accès aux comptes, de pouvoir décisionnel financier, le contrôle des dépenses, etc. Et ces mécanismes se mettent souvent en place lorsque l'éventualité d'un départ effleure les conjoints violents. Or, on sait que nous sommes là, autour de la rupture et du départ, au moment de l'annonce de la séparation ou de la survenue de sa crainte chez le conjoint violent, au moment le plus dangereux pour la victime de violence, car c'est là, à ce moment-là, qu'elle risque le plus la mort. Les féministes l'ont collé sur les murs, elles le quittent, ils la tuent. En prévoyant des aides financières pour les femmes victimes de violences conjugales, la proposition de loi vise justement à trouver une réponse à ces situations dramatiques. Dans la première version du texte, la participation financière n'était proposée qu'en termes de prêts aux femmes victimes de violences et pouvait donc constituer une dette à rembourser. Et dès la première lecture, j'avais souligné avec mon groupe que on ne pouvait pas se limiter à un prêt, comme l'ont d'ailleurs fait mes collègues écologistes à l'Assemblée nationale. Je salue donc le fait que, comme nous l'avions porté en première lecture, et grâce à la mobilisation de nos collègues à l'Assemblée et à la volonté, au soutien de la ministre, qui a bien voulu lever le gage et autoriser un certain nombre d'avancées favorables, le texte prévoit désormais une aide financière d'urgence aux victimes de violences conjugales qui peut prendre la forme d'un prêt ou d'une prestation non remboursable. Je me félicite aussi que désormais, le montant de l'aide puisse être modulé selon l'évaluation des besoins de la personne et que le remboursement puisse être imputé aux auteurs de violences. Enfin, je rappelle que ce texte ne peut être qu'une première brique, car notre horizon politique, ça doit être la diminution des cas de violence eux-mêmes. Et pour cela, toujours la même chose, nous demandons 2 milliards contre les violences de genre, 1% du PIB pour protéger 50% de la population. C'est ce que nous continuerons à demander pour la prévention, pour la formation, pour la mise à l'abri, pour que le décompte macabre des féminicides cesse de nous hanter. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Nadège Havet pour le groupe RDPI pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la Ministre, mes chers collègues,
Le texte que nous examinons ce matin en deuxième lecture et que nous nous apprêtons à adopter définitivement entend créer une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. En tout premier lieu, je veux ici saluer l'engagement de la vice-présidente du Sénat, Valérie Létard, à l'initiative de cette proposition de loi. Mon groupe se prononcera, comme il l'a fait en première lecture, en faveur de ce dispositif pertinent et déjà expérimenté, Madame la sénatrice, dans votre département. Notre approbation est d'autant plus assurée que le dispositif a répondu à certaines des interrogations dont nous avions fait part et sur lesquelles je reviendrai plus tard. Cette proposition de loi prévoit donc un soutien financier dont les conditions d'octroi ont été précisées ici en octobre dernier, rendu accessible rapidement dans un moment d'urgence. Il doit permettre aux victimes en souffrance d'être accompagnées lorsqu'elles prennent cette décision difficile de quitter l'environnement violent. Cette prise de décision, notamment en raison d'une dépendance financière, nous le savons, peut être retardée, voire même empêchée. Et cela, il faut l'éviter absolument. C'est pourquoi cette nouvelle aide prendra la forme d'un prêt à taux zéro versé en 3 mensualités. Les versements se feront soit par la caisse d'allocation familiale, soit par les caisses de mutualité sociale agricole, dans un délai de principe de 3 à 5 jours ouvrés après la demande. Le texte prévoit l'application de cette loi dans les départements et régions d'outre-mer. Nous nous en félicitons. Enfin, nous l'avions souligné préalablement, la notion de prêt pouvait être source d'insécurité pour les personnes les plus précaires. Les modifications apportées à l'Assemblée nationale ont permis de répondre à notre inquiétude en prévoyant que cette aide pourrait être non remboursable en fonction de la situation financière et sociale et le cas échéant de la présence d'enfants. Et c'est une belle avancée. Je rappelle ici les chiffres glaçants, il faut les regarder en face. 122 féminicides au sein du couple ont été recensés en 2021. Près de 160 000 plaintes pour violences conjugales enregistrées en 2020 et la réalité pourrait être proche du double. Si la règle première en droit civil et pénal est de sortir l'auteur des violences du domicile conjugal et non la victime, dans les faits, c'est la victime qui va d'abord s'en aller, nous le savons, et il faut le prendre en compte. Cette avance financière doit aussi, pour jouer tout son rôle, aller de pair avec un accompagnement social et professionnel. Cela est prévu et elle doit aussi être connue et accessible. C'est pourquoi l'article 2 prévoit que l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit une plainte devra en informer la victime. Il devra également enregistrer la demande et la transmettre à la CAF compétente ainsi qu'au conseil départemental, chef de file de l'action sociale. Il sera important de pouvoir évaluer le fonctionnement de cette modalité d'accompagnement et cela est également prévu. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera bien évidemment ce texte. Et je voudrais conclure par le rappel d'une autre information essentielle. Le 3919 est le numéro national d'écoute téléphonique et d'orientation à destination des femmes victimes de violences, mais aussi de leur entourage et de leurs témoins. Le 3919 est anonyme et gratuit. 3919, rappelons-le encore et toujours, je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Max Brisson pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Vice-président de la Commission, Madame la Présidente de la Délégation aux droits des femmes, chère Valérie Létard, mes chers collègues. Depuis 2019, le Sénat a débattu de plusieurs textes majeurs sur les violences conjugales. Accélération de la délivrance des ordonnances de protection, renforcement du déploiement des bracelets anti-rapprochement et des téléphones grave danger, levée du secret médical, attribution facilitée de logements d'urgence. Autant de mesures désormais gravées dans la loi et dont la mise en œuvre, parfois trop frileuse, a commencé. L'accélération de la cadence des travaux du Parlement atteste, dans tous les cas, d'une prise de conscience profonde de l'urgence à agir. Ces diverses mesures ont tenté de compenser quelque peu le retard que nous avons pris sur ce sujet ô combien majeur. Et quel retard, quand l'on pense que dans notre pays, la première étude statistique sur les violences conjugales ne date que de 2006. Cependant, malgré un volontarisme politique récent et des moyens supplémentaires, la croissance du nombre de violences conjugales demeure, les difficultés inhérentes à leur prise en charge persistent et les crimes violents continuent de briser des vies et des familles. Nous devons continuer les efforts et intensifier encore la lutte contre le fléau des violences conjugales. Dans ce contexte, cette proposition de loi
instaurant une aide d'urgence, une avance sans intérêt ou une aide de mise en place aisée que Valérie Létard a justement voulu universelle est la bienvenue. Une aide pour aider les femmes à quitter une personne violente et à s'en éloigner dans la durée. Mes chers collègues, plus encore que bienvenue, elle sonne comme une évidence tant cette aide est primordiale. Primordiale parce qu'elle envoie un message fort dans un moment particulièrement éprouvant pour la victime. Nous savons s'extraire de l'enfermement que l'on subit aux côtés d'un compagnon violent est un saut dans l'inconnu. Ce moment-là, celui de la rupture, est souvent le plus dangereux. C'est là que tout peut basculer vers le drame. Et c'est précisément pour ces raisons que de nombreuses victimes préfèrent le statu quo, aussi insupportable soit-il. L'aide universelle d'urgence permettra donc de lever une partie de cet inconnu et de soutenir les victimes dans cet acte de courage. Primordial aussi parce qu'elle ne répondra pas seulement à des besoins matériels essentiels. Elle donnera le signal d'un soutien de la société à la victime dans une situation de crise. Elle clamera la compréhension de leurs difficultés. Elle apportera une réponse aux questions matérielles qui retardent ou pire encore empêchent la victime de violences conjugales de briser l'emprise. Dans un moment de crise, elle suscitera de la confiance et donnera un appui. En quelques mots, cette aide universelle d'urgence permettra à la victime d'entrevoir un après. Je salue donc cette avancée majeure qui nous rassemble pour faire progresser l'aide aux victimes de violences conjugales. Je salue tout particulièrement notre collègue Valérie Létard qui a porté cette proposition de loi issue d'un travail de terrain collectif qui a conduit à imaginer ce système d'avance indispensable pour que les victimes sortent de la dépendance matérielle que leur impose leur conjoint violent. Au-delà du dispositif qui sera créé, la méthodologie empruntée pour aboutir à l'instauration de cette aide est exemplaire. Elle se fonde sur l'écoute de l'ensemble des acteurs intervenant dans les domaines du médico-social, du soutien psychologique, de l'aide juridique, du logement et de l'insertion professionnelle. La manière dont a été pensé ce dispositif nous rappelle qu'en matière de violence conjugale, seule une approche multidimensionnelle, avec notamment les collectivités locales, les associations, les travailleurs sociaux, les services de gendarmerie de police, les procureurs de la République et les caisses d'allocations familiales, permet d'aboutir à des dispositifs pertinents. Je souhaite donc qu'à l'aube du chantier majeur qu'est celui de la création d'une juridiction spécialisée, que j'appelle de mes voeux, au regard en particulier de ce que je peux observer en Espagne, voisine de mon département, nous nous souvenions de la pertinence de cette méthode, comme d'ailleurs pour tous les autres chantiers qu'a recensé fort justement il y a un instant Laurence Rossignol. Que nous nous souvenions de l'urgence d'agir, mais aussi de créer consensus pour intensifier encore la lutte menée contre les violences conjugales qui nécessite d'encore mieux coordonner les acteurs et de supprimer ces terribles trous dans la raquette dans laquelle malheureusement s'engouffrent encore trop souvent les auteurs. Dans l'attente, Madame la Ministre, d'une grande loi de lutte contre les violences conjugales, le groupe Les Républicains votera bien entendu conforme cette proposition de loi attendue et utile. Merci, chère Valérie Létard. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Article 1er, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Mes chers collègues, en dehors des articles 2 bis et 3 qui sont supprimés, est-ce que je peux considérer, en les appelant naturellement, que le vote est identique sur tous les articles? Oui. Donc article 1er bis, article 1er ter, article 2, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies sont adoptés. Et je mets aux voix l'ensemble du texte de la proposition de loi qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? La proposition de loi est adoptée à l'unanimité. Pourquoi il n'est pas là? Où elle est? Le rapporteur. Monsieur le Président, plutôt. Ah, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Un mot très rapide. Je voulais
Chère Valérie Létard, au nom de la présidente de la Commission des affaires sociales, vous remercier, vous féliciter pour les travaux. Mais d'une façon générale, je voulais remercier l'ensemble des sénateurs pour leur mobilisation sur cette grande cause qui nous anime tous. Et donc, c'est l'occasion à la fois de remercier et féliciter et de porter un... Excusez-moi, les sénatrices et les sénateurs, c'est bien, la remarque est importante, excusez-moi. Et je voulais en profiter notamment pour porter un message auprès de Madame la Ministre, pour vous dire que d'une façon générale, cette unanimité portée ici dans l'hémicycle montre combien le sujet nous anime tous. Et je crois qu'il est vraiment important et urgent que nous ayons, et les sénatrices et les sénateurs, l'occasion de pouvoir vous accompagner dans un texte global sur les violences faites aux femmes. C'est une volonté à la fois de la Commission, mais d'une façon générale du Sénat. Et vous aurez ici des partenaires dans l'unanimité dès lors que nous avons tous la capacité de nous mobiliser, quels que soient nos rangs. C'est un message que je voulais porter. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Mesdames les sénateurs, moi aussi je suis émue de l'adoption de cette proposition de loi à l'unanimité. Alors bien sûr, merci chère Valérie Létard pour cette proposition, merci pour la qualité de nos échanges aussi, merci à Madame la rapporteure, chère Jocelyne Guidez pour tout le travail effectué. Je suis heureuse aussi que nous ayons pu ajouter donc la possibilité du don pour la forme de cette aide universelle d'urgence à laquelle nous tenons vraiment très fermement. Et puis nous allons maintenant nous attaquer à l'élaboration du décret pour que très vite cette loi puisse effectivement être mise en œuvre. Je tiens aussi, puisque vous me le permettez, vous me donnez l'occasion de le dire aussi, Monsieur le Vice-président, saluer le travail constant et toujours constructif que nous menons avec la délégation aux droits des femmes et notamment sa présidente, chère Annick Billon, et puis bien sûr le travail continu, chère Laurence Rossignol, cher Max Brisson, et vous savez combien pour moi cette notion de justice spécialisée est fondamentale. Je maintiendrai toujours que ces violences ne sont pas des infractions comme les autres et qu'elles nécessitent un traitement et une prise en charge spécifique. Nous allons bientôt pouvoir recevoir le rapport justement effectué par les deux parlementaires que sont donc la sénatrice Dominique Vérien et la députée Émilie Chandler sur ce sujet, et vous pouvez compter sur moi. Je sais aussi que je peux compter sur vous. Je pense que nous avons vraiment un message unique aujourd'hui, c'est que face à ces violences, eh bien, seule l'union fait la force. Voilà, merci à vous toutes et tous.